Mesdames et messieurs, et bienvenue à Conversation is Black. Mon nom est Jean-René Dominique Quilou, votre présentateur. Pour cette conversation, la nouvelle saison, nous sommes heureux de recevoir Monsieur Fabrice Ville, qui est avocat, entrepreneur social, chroniqueur. Et nous allons discuter d'un thème très important pour notre organisme, mais également pour Monsieur Ville. Nous allons discuter du coaching, du mentorat et de la formation des jeunes comme acte politique et instrument de changement dans la cité. Alors, sans plus tarder, nous allons souhaiter la bienvenue et dire merci à Monsieur Ville d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Ville, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être parmi vous. OK. Avant de commencer sur le vif du sujet, je commence toujours à poser la question. Je sais que vous êtes avocat, vous avez pratiqué le droit et tout. Vous êtes gradué de l'Université de Montréal. Moi aussi, je suis un ancien de l'Université de Montréal en droit. Mais je voulais juste savoir pourquoi vous avez décidé de vous mettre en temps plein avec votre organisme pour 3 points, pour le coaching, le mentorat de jeunes. Pourquoi c'est important pour vous? Ben, c'est une question de ce qui me motivait, de valeur, de ce à quoi j'accorde du sens dans ma vie. C'est que le contexte de pour 3 points, donc j'ai fait le saut de la pratique du droit à me consacrer à temps plein dans pour 3 points en 2013. Mhm. Et pour 3 points, donc, pour le contextualiser, c'est une organisation qui coach des coachs de manière à ce que ces coachs-là jouent un peu un rôle justement d'influence positive auprès des jeunes, particulièrement en milieu défavorisé. Donc, ce travail-là, qui se situe au croisement de l'éducation, le sport, la jeunesse, l'implication sociale, était beaucoup plus proche de mes motivations que la pratique du droit à l'endroit où je pratiquais. Même si j'ai adoré la pratique du droit, j'ai beaucoup aimé, même si le droit comme sujet m'interpelle énormément, je sentais moins une connexion personnelle avec le travail que je faisais comme avocat pratiquant en milieu corporatif. Donc, après un ensemble de réflexions, parce que ça n'a pas été une période facile, le choix de quitter la pratique du droit pour me consacrer à pour 3 points est devenu un peu une évidence, en fait. Puis finalement, l'histoire m'a redonné raison dans le sens que je n'ai jamais regretté, en fait, depuis ce jour-là, d'avoir fait ce choix-là. Parfait, très intéressant. Euh, pour faire juste une transition, parce que pour les sportifs et tout, pour ceux qui ont joué au sport, on dit toujours que les sports est éducation et tout ça. Oui. Et quand je dis acte politique, tout moi personnellement, je crois pas vraiment au pouvoir de, oui, il y a la politique publique, mais comme des hommes politiques en tant que tels, de vraiment changer les choses. Je pense que dans la vie quotidienne de tous les jours, il y a des organismes comme le vôtre ou d'autres organismes qui font vraiment un changement réel dans la vie euh, de citoyens. Alors, je veux savoir à quel moment vous vous êtes rendu compte que euh, les jeunes, surtout dans les milieux défavorisés, ils avaient vraiment besoin de cet accompagnement-là, pas nécessairement s'ils vont devenir des professionnels dans le sport, mais aussi comme leur donner des valeurs, leur donner des outils pour qu'ils puissent devenir des membres fonctionnels et responsables dans la société. Quand est-ce que vous avez senti ce besoin-là ou vous avez fait le constat? Euh, ben, ça a toujours été disons, quelque chose qui était présent pour moi, euh, de constater la valeur de l'éducation. Donc, très, très tôt dans la vie, bon, mes parents parlaient beaucoup d'éducation à la maison, donc consacraient beaucoup de temps auprès de mes frères et moi pour qu'on on soit instruits, mais non seulement au-delà de l'instruction, que on incarne en fait des attitudes, des comportements qui feraient de nous des citoyens responsables dans la société. Donc, ça a toujours été quelque chose d'important dans ma famille. Donc, je prends un des premiers points de départ, c'était ça. Euh, L'autre élément, c'est que moi-même, j'ai eu des coachs de sport qui m'ont beaucoup accompagné. Donc, au-delà de ce que je vivais dans le contexte scolaire, le fait moi-même d'avoir des coachs qui ont eu un impact positif, mes coachs de basketball, ça a vraiment été quelque chose pour moi, au-delà de comment lancer un ballon ou aller au panier. Il y avait vraiment quelque chose dans la discipline, la résilience, le leadership que ça exerçait, les attitudes à la communication, les aptitudes à la communication, excusez-moi, qui sont des choses qui n'ont pas été
pas entièrement acquise dans le contexte sportif, mais beaucoup développée, en fait, dans le contexte sportif. Et moi-même, je suis devenu un entraîneur de sport à l'âge de 16 ans, donc un entraîneur de basketball. Et je me suis rendu compte, en fait, en souhaitant un peu transmettre ce que j'avais déjà vécu moi-même, à quel point c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment pertinent. J'étais, même pas plus tard que hier, je rendais visite à un ami, en fait, un ami qui était un ancien de mes athlètes quand j'étais coach. Donc, on est, disons, environ 20 ans après le moment où j'ai coaché, mais le lien est encore présent. Et ça, c'est un lien qui est vraiment universel. Le fait d'avoir un adulte qui est un adulte signifiant, un adulte qui accompagne un individu, qui care, comme on dit en bon français, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Il y a pas personne sur la Terre qui n'a pas besoin de ça, selon moi. Et ce que j'ai pu observer dans ma vie, c'est qu'il y a malheureusement, en fait, des contextes où certains jeunes qui pourraient bénéficier d'un certain encadrement ou un certain accompagnement on vit dans des conditions qui font en sorte que cet accompagnement-là est d'autant plus critique. Donc, dans certains milieux défavorisés, où les jeunes sont très motivés par le sport, et des fois vivent dans des conditions difficiles, c'est d'autant plus important que les coachs de sport soient outillés à accompagner les jeunes. Donc, moi, ça, je l'ai vu dans ma vie à plusieurs reprises parce que au-delà des endroits où j'ai joué au sport, dans les quartiers qui étaient plus aisés, j'ai navigué dans des environnements où j'ai vu beaucoup, beaucoup d'amis qui, malheureusement, se rendaient à l'âge adulte dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Et tout ce besoin-là ou cette pertinence-là d'avoir de l'accompagnement positif, je l'ai observé en me disant, ben, il me semble qu'on peut faire un peu mieux. Donc, je connecte beaucoup avec ces ensembles de phénomènes-là, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage proche, sur ma vie personnelle, pour situer en fait pourquoi j'accorde autant d'importance à des gens qui sont des coachs, des mentors. Et l'autre chose aussi que vous avez commencé à dire en début de votre question, par rapport à qu'est-ce qui génère des changements, parce que ça aussi c'est important. Oui, il existe des politiques publiques qui vont avoir un impact dans une société. La politique en général, donc les grands systèmes et tout, moi, je pense que c'est important, mais ça m'a vraiment marqué une des fois où Michelle Obama est venue à Montréal, puis elle a parlé du fait que même après 8 ans à la Maison-Blanche, elle s'est rendue compte que c'est pas nécessairement là que les plus grands changements se faisaient. Et c'est vraiment la question de la participation citoyenne, comment tout le monde peut avoir un impact comme citoyen et citoyenne. Donc, je crois en ça beaucoup, beaucoup, là. Yeah, excellent. Mais alors, pourquoi, quand vous parlez de ça, de croire à la participation citoyenne, est-ce que vous pensez, selon vous, que le sport et comme des organisations comme le vôtre contribuent aussi à créer, non seulement pour des valeurs de la vie de tous les jours, leur donner des outils, mais aussi pour qu'ils puissent être des membres conscients des enjeux de leur environnement et de leur société, peut-être pas au niveau tant national, mais juste peut-être dans leur quartier, de problèmes avec les politiques simples dans leur quartier, peut-être la condition des écoles, peut-être d'autres genres de ces services-là. Est-ce que ce genre d'organisme ou bien le sport peut aussi être un instrument pour former aussi ces genres de citoyens pour qu'ils se disent, OK, on vit dans une société, il y a d'autres enjeux qui sont collectifs, qui nous dépassent et qu'on doit aussi s'impliquer. Ouais, ben oui, je pense que le sport a ce potentiel-là de former des individus qui contribuent positivement à leur milieu. Euh, le sport en soi n'est pas nécessairement bon, il peut être mauvais aussi. On le sait que certains contextes sportifs vont impliquer des agressions physiques, verbales, du harcèlement, il peut y avoir de la tricherie, du dopage, il peut y avoir la pression indue à la performance. Donc, le sport en soi va être positif euh, en fonction en fonction des conditions dans lesquelles le sport s'exerce. Et quand le sport est exercé dans des conditions positives, oui, il y a vraiment quelque chose qui est précieux. Puis à ce niveau-là, j'ai plusieurs commentaires. Je pense que, euh, quand on pense au bénévolat, on ignore à quel point le sport est une des sphères d'activité où le nombre de bénévoles au pays est vraiment, vraiment élevé. Donc, juste par ça, des fois, on a une vision du bénévolat qui est quand même, disons, limitée à des activités comme, par exemple, qui vont explicitement vouloir soutenir des gens qui sont
en situation de défavorisation, mais le bénévolat peut prendre plusieurs formes. Puis le sport en soi, c'est quelque chose où, justement, parce qu'il n'y a pas tant de ressources, développer une conscience de son entourage ou de sa communauté, ça se fait entre autres par le sport. Les gens qui sont des entraîneurs de sport l'été auprès des enfants, mais ils en apprennent à connaître leurs voisins, ils en apprennent à connaître leur environnement. Donc, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Au-delà du travail, il y a des gens pour qui s'intéresser à sa communauté, ça passe au travers des petites ligues pour enfants. Donc, ça, c'est une des choses que je nommerais. L'autre chose, c'est il y a des organisations, pour 3 points, c'en est une, qui sont structurées pour que l'expérience sportive soit vectrice d'apprentissage pour des valeurs, des aptitudes qui sont développées, en fait, de manière justement très, très positive. Donc, pour 3 points, on a fait des partenariats avec différentes universités, entre autres l'Université McGill, pour vraiment mesurer l'impact de nos programmes dans ce sens-là. Donc, de soutenir les jeunes à ce qu'ils soient mieux, qu'ils aient plus confiance en eux, des jeunes qui interagissent mieux avec leur environnement, avec l'adversaire, ou encore des jeunes qui développent un sens de l'éthique et de les responsabilités qui est plus disons, développé. Ça fait partie, en fait, de ce qu'on peut faire. On est explicitement dans le contexte sportif. Mais pour 3 points, ce n'est pas la seule organisation qui fait ça. Il y en a d'autres. À Montréal, par exemple, BNB Basket combine le travail social avec du sport pour des jeunes qui sont en situation de défavorisation. Ou encore, il y a un programme extraordinaire qui s'appelle les ballons intensifs, qui a été créé à Pointe-aux-Trembles à Montréal, mais qui est dans la salle aussi à Montréal-Nord. Je pense qu'ils vont ouvrir même des camps à Québec. Et ça, c'est littéralement des camps gratuits offerts pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des camps d'été de sport, mais ils arriment cette participation-là à des activités citoyennes. Donc, il y a toujours moyen, parce que les jeunes ont un plaisir à être ensemble, d'inclure les activités qui vont éveiller, en fait, un sens citoyen chez les jeunes. Moi, je pense que le sport permet beaucoup ça. Ouais, excellent. Ben, cette question, je ne sais pas si, ben, je pense que ça rentre bien dans la ligne droite de votre organisation parce que quand même des jeunes, je ne sais pas la tranche d'âge, mais ça doit être peut-être dans comme des adolescents jusqu'à peut-être 18, 19, je ne sais pas. Mais ce qu'on voit avec la crise qu'on a eue, la crise de la pandémie de la COVID et tout, avec le problème qu'il va y avoir, par exemple, on a vu le taux de chômage entre les jeunes, surtout le travail d'été, et puis la crise du logement qu'on a, des jeunes ont vraiment difficulté à même à se loger et tout ça. Et souvent, on voit un phénomène, surtout dans des jeunes sportifs également, qui se retrouvent dans des situations précaires, tant financières qu'au point de vue du logement. Mais je veux dire, est-ce que c'est aussi des domaines à laquelle vous touchez dans votre organisme, au sens où bien dans votre philosophie en soi, pour dire que ces jeunes-là, il y a d'autres challenges qui, au point de vue social, qui sont confrontés. Et maintenant, avec la pandémie, avec la relance qui va arriver, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment les affecter, d'où la nécessité vraiment des organisations de programmes comme le vôtre pour essayer voilà, d'encadrer les jeunes parce que souvent, malheureusement, quand ils ne sont pas bien orientés, ben, on voit il y a des problèmes aussi avec la santé mentale et d'autres types de criminalité qui arrivent. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, ces genres d'organismes sont là pour essayer vraiment d'encadrer socialement ces jeunes-là. Comment vous envisagez comme le post-Covid avec la relance qu'il va avoir et l'effet que ça a sur les jeunes au point de vue financier et puis au point de vue du logement en tant que tel? Ouais, ben, en fait, je dirais plusieurs choses. C'est que la première des choses, c'est que parmi les grands oubliés de la pandémie, les adolescents en font partie. Euh, j'ai- je ne sais pas comment moi j'aurais fait si j'avais vécu l'expérience de la COVID durant mon adolescence. C'est sûr que tout le monde vit des souffrances et des défis, mais l'expérience de formatrice de l'adolescence, elle est, euh, elle est vraiment impactée, en fait, par l'absence d'activités parascolaires, d'activités sportives. Et au-delà de ça, la question de la santé mentale, justement, c'en est un. D'ailleurs, il y a des recherches qui sont sorties cet automne qui démontrent euh, que durant la première vague de la pandémie, l'activité qui était numéro un, en fait, qui permettait aux jeunes de maintenir un équilibre au niveau de la santé mentale, c'était la pratique du sport, au-delà d'un ensemble d'autres activités. Donc, la pratique du sport dans un contexte comme celui-là, elle est vraiment, vraiment clé. On ne peut pas ignorer non plus qu'il y a des jeunes pour qui
la motivation de rester à l'école, c'est c'est faire du sport. Et c'est les sports qui les gardent littéralement accrochés à l'école, comme on dit en bon français. Donc, il y a des éléments comme de cette nature-là. L'autre chose que je nommerais, c'est que de manière plus large, non, le sport ne peut pas, et que ce soit aucun organisme va régler tous les enjeux que la pandémie va avoir posés. Donc, on a parlé de crise du logement, par exemple, ou encore de parler des enjeux de perte d'emploi. Je pense que le sport ne peut pas tout euh, régler, puis les organismes qui sont dans le milieu sportif ne peuvent pas tout régler, mais comme bien d'autres sphères, je pense qu'il y a une opportunité du milieu sportif, justement, puis je pense qu'il y a plusieurs organisations qui regardent ça, de se reconstruire différemment de manière à prendre en considération à quel point, justement, le sport est important pour les enjeux de santé, les enjeux de santé mentale, les enjeux sociaux. Donc, le fait qu'il n'y ait d'ailleurs pas d'activité sportive, je crois, a invité les gens qui sont du milieu du sport à considérer que un entraîneur, ça sert à quoi finalement? Ça ne sert pas juste à gagner des victoires, puis gagner des victoires, gagner des championnats. Ça sert à accompagner des individus, des personnes. Et qu'il y ait du sport ou non, c'est essentiel. Donc, moi, ce que je peux espérer, c'est que la relance, justement, elle se fasse en investissant dans des programmes, que ce soit des organisations ou dans des structures, dans les milieux scolaires ou parascolaires, qui apportent ou soutiennent la dimension sociale du sport et pas uniquement l'aspect sportif. Donc, sans prétendre que le sport va tout régler, je pense que le sport a une place critique justement pour soutenir les jeunes face aux défis qu'ils vivent à la maison. Excellent. Mais du coup, ça amène le sujet que vous avez parlé de coach, d'organisation. C'est quel genre de formation que vous donnez aux coachs? Formation comme holistique, juste simplement, comme vous dites, de leadership, voilà, d'accompagnement, ou c'est quel genre d'accompagnement que vous avez? Parce que c'est aussi avec des relations sociales, soit avec des jeunes, c'est aussi un peu tricky, là. On ne sait pas c'est quel type de formation pour qu'ils puissent briser cette glace-là, d'aller au-delà de juste un coach de sport traditionnel. Oui, ben, notre organisme, essentiellement, ce qu'on fait, c'est justement c'est de coacher des coachs. Et on les coach à faire quoi? C'est un peu ça le sens de la question telle que je la comprends. Ouais, tout à fait. Ben, c'est d'avoir une approche qui est inspirée de ce qu'on appelle l'approche humaniste. L'approche humaniste, elle a beaucoup été étudiée dans un ensemble de champs, mais incluant le champ de l'enseignement, qui présuppose que l'humain avec lequel on interagit a déjà beaucoup de réponses et que l'accompagnement qu'on lui offre, l'enseignement qu'on lui offre, est basé justement sur le respect de cette autonomie-là de l'humain et aussi est axé sur un intérêt, une profonde curiosité aux besoins et les aspirations. Donc, on s'éloigne des approches qui sont très autocratiques, qui sont comme un peu, comme en anglais, on dirait des top-down approach, mais c'est vraiment aussi d'apporter un peu du bottom-up qui vise à autonomiser, responsabiliser les jeunes. Donc, ça, c'est l'approche sur laquelle nous, on se base, en fait, pour notre base d'enseignement. Donc, on a travaillé avec justement, je parlais de l'Université McGill, entre autres, qui nous ont aidés à concevoir notre programme. Et pour soutenir ça, c'est pas juste la mise en application de techniques, c'est que dans une position d'autorité ou de leadership, on peut utiliser l'un ou l'autre, comme l'enseignement, comme le coaching, comme la gestion, comme tout autre, la politique aussi. Euh, Son outil numéro un, ou quand on est parent même, son outil numéro un, c'est soi-même. Et donc, dans notre accompagnement, on a un programme, justement, notre programme principal. En fait, on a autant des formations de 1 heure et demie, 2 heures, 6 heures, même des formations qui durent 2 mois à travers quelques rencontres, qu'un programme plus robuste de 8 mois où, à temps partiel, on accompagne les coachs. Mais à travers toutes ces formations-là, on invite les coachs à bâtir un peu leur capacité à réfléchir à eux-mêmes, à se regarder, agir aussi. Donc, c'est vraiment des aptitudes de leadership qu'on soutient chez les coachs de manière à pouvoir les transmettre dans le contexte de leur relation avec les jeunes. Donc, ce n'est pas juste des recettes toutes faites, mais en addition, en fait, de techniques qu'on enseigne, c'est vraiment de soutenir les coachs dans une posture qui est ouverte, une posture qui est de curiosité, d'être vraiment empathique par rapport aux jeunes. Excellent. Ben, du coup, ça nous amène, je disais avec
l'été passé qu'on a eu, l'effet sur l'affaire de George Floyd, sur le racisme et tout ça. Je pense que dans le sport, quand vous êtes aussi un sportif, on le voit souvent. euh, on l'a vu dans la NBA, on le voit dans le hockey et dans d'autres sports, ou surtout au soccer en Europe, tout ça. Le problème avec le racisme dans le sport, et souvent, malheureusement, on les vit souvent quand c'est notre propre coéquipier, nos coéquipiers ou bien l'organisme même. Est-ce que vous faites aussi cette approche-là avec des coachs aussi, de savoir comment gérer des athlètes ou bien des jeunes qui arrivent ou qui sont victimes de ces genres de problèmes au sein même de leur propre équipe, ou bien des fois, ça même venir du coach lui-même ou elle-même. C'est quoi votre point de vue? Comment naviguer ça, surtout pour Oui, un bien, jeune sportif qui a peut-être pas les outils d'un adulte, on va dire à 14, 15, 16 ans, ou peut-être n'est pas vraiment détecté les subtilités et d'autres formes, ça, de comment il peut être outillé pour pouvoir voilà, s'exprimer et puis de se défendre en quelque sorte, quoi. ouais, c'est sûr que ce qu'on, en fait, notre raison d'être, pour 3 points, quand on soutient les jeunes, la raison d'être, c'est vraiment la question de l'égalité des chances. Donc, on travaille vraiment dans une logique de poser des actions qui sont cohérentes avec une société qui se veut une société où les gens sont émancipés, les gens sont libres, les gens peuvent avoir une capacité d'agir, en fait, puis de ne pas se sentir écrasé par, bon, les inégalités qui sévissent dans nos sociétés. Donc, partant de là, les, la promotion d'une société plus équitable, puis la lutte contre les différents types de discrimination, incluant le racisme, est importante. Et de notre contexte, je dirais deux choses. Une des choses, c'est que les coachs conformes sont les cohortes de coachs conformes sont les cohortes de coachs qui sont en elles-mêmes diversifiées. De sorte que, à travers ce qu'on promouvoit, il y a un élément qui est important par rapport à ça, c'est-à-dire que la, le corps professoral, en fait, les corps enseignants sont très peu diversifiés. Donc, déjà là, il y a quelque chose d'important à honorer, le fait qu'en contexte sportif, et dans notre contexte particulier, on soutient une diversité de coachs, minimalement au plan culturel, au niveau de la couleur de peau, les origines. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important là parce que juste cette capacité-là, en fait, aux jeunes de voir des personnes signifiantes qui ont des caractéristiques communes, c'est important. C'est aussi important de voir des personnes qui n'ont pas des caractéristiques communes, mais moi, j'ai fait le calcul, je n'ai jamais eu d'enseignant noir de toute ma vie. Et c'est incroyable de penser ça, hein, dans un contexte où il y a quand même une population importante au Québec, au Canada, de personnes noires. Jamais eu d'enseignants noirs. Donc, d'offrir, en fait, justement, cette ressemblance-là, ça, c'est un élément qui déconstruit des enjeux d'inégalité. Ça, c'est une des questions. L'autre élément, de manière plus explicite et formelle, on a dans notre corps de formation des ateliers de formation qui sont en lien avec les questions de privilèges, d'oppression, les dynamiques d'inégalité. Et l'intention de ces ateliers-là, c'est de conscientiser les coachs par rapport à comment se construisent les inégalités à travers différents types et aussi les outiller par rapport à voir eux-mêmes où ils se situent par rapport à leur propre vie et comment est-ce que par moment ils peuvent aussi, s'ils ne sont pas conscients, perpétuer certaines formes de discrimination. Donc, le travail, c'est un travail de prise de conscience qu'on invite les coachs à faire de manière à se responsabiliser. Donc, c'est vraiment le pilier qu'on utilise. Donc, si les coachs sont plus conscients, ils peuvent être en meilleur soutien par rapport aux jeunes parce qu'ils vont voir les dynamiques que les jeunes vivent. Et aussi, ils peuvent être conscients par rapport à comment eux ils perpétuent certaines inégalités. Donc, de ces deux côtés de la médaille-là, ben, on est je crois, en meilleur soutien aux jeunes ultimement. OK. Mais pour ça, pour une dernière question, ça serait, comme vous l'avez vu avec, il y a d'autres critiques qui disent que ce genre de questions ne doivent pas être traitées dans le sport, par exemple, que ça devient trop politisé, qu'on parle de race, on parle de tout ça. Le sport, ça rassemble tout le monde. Et on l'a vu, bon, les stages, c'est un peu particulier, on voit aussi en Europe, lorsque Colin Kaepernick et tout ça, ils essaient de protester. Tu vois, des trucs comme ça, ils disent que parler de ça,
comme le sport, dans le sport, c'est pas l'endroit préféré parce que c'est pas l'endroit propice parce que c'est vraiment la place où on voit pas ces genres de distinctions-là, des privilèges, quoi que ce soit. C'est vraiment le mérite. C'est l'exemple parfait de la méritocratie, là où c'est ton talent, c'est ton effort qui part. Et ils pensent qu'introduire genre de formation ou bien ces genres de distinctions-là, ça va polluer les sports et ça va trop politiser le sport. Ben, selon vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Et surtout, quand on deal avec euh, des jeunes et on sait comment ils sont influencés par d'autres, comment leur dire que non, c'est très important, c'est ce que tu ressens lorsque tu subis ces genres de discrimination, même au sein de ta propre équipe. Donc, selon vous, est-ce que ces genres de questions doivent être traitées dans le sport ou ne doivent pas être traitées dans le sport? Et moi, je pense qu'ils doivent être traités, c'est pour ça qu'on le fait, et puis je peux m'expliquer un peu plus là-dessus. Euh, je pense que, je pense que le, le, de parler d'enjeux de discrimination ne devient pas un parapluie pour déresponsabiliser les jeunes par rapport à la réalité qu'ils vivent. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel contexte. L'équipe au basketball qui a remporté le match, c'est l'équipe qui a rentré le ballon dans le panier de l'autre équipe le plus souvent que l'inverse. Mhm. Ou encore l'équipe qui, le coureur le plus rapide, c'est le coureur qui a couru sa distance avec le moins de temps possible, indépendamment de la couleur de peau, indépendamment d'un ensemble de phénomènes. Donc ça, moi, je pense que euh, on, je pense qu'on ne fait pas l'économie de ça. Ça exige donc de se préparer, ça exige donc, en fait, de s'entraîner, de performer, de compétitionner. Puis on n'est pas en train d'introduire des notions liées au sport, au racisme dans le sport pour dénaturer, en fait, la question de l'activité sportive en tant que telle. Mais après, il faut quand même être capable de se poser des questions plus nuancées par rapport à quand on regarde qu'est-ce qui se passe, des fois, on entend un ensemble d'histoires où les spectateurs vont rire des joueurs de soccer qui sont noirs en disant que c'est des singes. Ça existe, ces choses-là. Dans le hockey, quand les personnes racisées, les personnes autochtones se font insulter par les estrades, on ne peut pas faire l'abstraction de ces choses, ces dynamiques-là arrivent et ont des impacts réels. C'est sûr et certain que ça existe. Et même chose encore une fois pour certaines dynamiques qui sont des dynamiques en lien avec des enjeux de pauvreté. Et donc, si un jeune arrive dans une pratique de sport ou un match, il n'y a pas d'espadrille parce qu'il n'est pas capable de se les payer, on ne peut pas faire l'ignorance de ça. Des fois, il y a des dynamiques qui informent ou qui impliquent ces éléments-là. Donc, on ne peut pas non plus ignorer que certains sports sont des sports qui sont très exclusifs, très élitistes, qui vont exclure certains jeunes. On ne peut pas non plus ignorer ces choses-là. Et à travers tout ça, oui, le sport est politique. La création même, en fait, du sport à plusieurs égards est quelque chose de politique. À Rome, quand on disait le pain des jeux pour endormir les populations et empêcher les populations de voir les défis de la société, c'est pas une blague, c'était des stratégies politiques, en fait, pour que les populations ne se rébellent pas. Donc, quand on pense au soulèvement quand on pense au soulèvement qui a eu lieu suite au décès de George Floyd, il y a eu la pandémie, il y a un ensemble de facteurs qui ont créé ça. Mais imaginons qu'est-ce qui se serait produit s'il y avait des matchs de la NBA, des matchs de la NHL. On n'aurait pas réagi comme ça. C'est juste que la pandémie et le rythme ralenti de nos activités nous a forcé à voir les atrocités qu'on n'aurait pas vues autrement. Donc, partant de ça, oui, le sport est politique parce que quand il est présent, il fait en sorte qu'on s'intéresse à des choses, des fois, qui sont peut-être moins importantes que qui gagne la Coupe Stanley. Et à l'inverse, en fait, ce que je nommerais aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réapproprier, en fait, justement, ce pouvoir-là des athlètes. Et là, de tout temps, il y a des athlètes qui ont fait des avancées extraordinaires. Au Québec, Maurice Richard a été, est-ce que c'est contre son gré ou en fait, ou l'inverse, mais le nationalisme québécois a été porté par une personne comme Maurice Richard, ou encore quand on pense à des Colin Kaepernick, quand on pense à des Mohamed Ali, quand on pense à des Serena Williams, il y a beaucoup de messages sociaux qui sont véhiculés par des gens qui sont des personnes charismatiques et qu'on écoute. Donc, pour moi, quand on dit qu'il faudrait évacuer la question du sport
le sport ou les questions sociales du sport, c'est qu'on ignore le fait que le sport, oui, c'est rassembleur, mais le sport est éminemment politique. Ça a toujours été politique, le sport. Excellent. Ben, on va finir sur cette note-là. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps de discuter avec nous. C'est très instructif. Mais peut-être à la fin, est-ce qu'il y a d'autres programmes pour le 3 points ou il y a d'autres choses que vous avez besoin de support, je ne sais pas moi, des campagnes pour des levées de fonds que vous voulez Notre partager avec nous? organisation, oui, bien merci de la proposition. Notre organisation est un organisme, un OBNL, donc on n'est pas une entreprise privée et on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Hein. Donc, le concept pour moi il est totalement vrai, c'est que notre organisme existe parce que la grande majorité des fonds qu'on obtient pour exercer notre mission, ce sont des dons, en fait. Ce sont des dons d'individus, de fondations, de corporations qui croient en ce qu'on fait parce qu'on le fait au service des jeunes, on le fait au service de coachs qui sont des leaders auprès des jeunes. Donc, si les gens veulent nous soutenir, ils peuvent aller sur notre site web pour 3points.ca, puis ils vont trouver un moyen de faire un don. Puis bon, les gens qui sont intéressés même à apprendre à coacher un peu plus, s'il y en a, n'hésitez pas à venir nous contacter, puis bon, voir si vous pouvez participer à nos programmes. Donc, venir sur notre site web et on est également présent sur les réseaux sociaux, de suivre nos activités, ce serait super apprécié. Ben, merci beaucoup, M. Ville. Merci. C'est bon pour nous, pour cette conversation. Merci d'avoir suivi et on vous retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir.